Nous allons terminer notre journée par la communication de celle à qui nous devons tout, la grande organisatrice de cette magnifique journée qui mérite, je crois, vraiment nos applaudissements dès maintenant. Dès maintenant. Ouais. Parce que je trouve que la programmation de la journée est très complète, très variée, alternée aussi bien des sujets de langue, des sujets d'histoire, des sujets de poétique, des sujets de codicologie, enfin. Et donc cette programmation très variée, nous la devons à Clotilde, qui est donc évidemment l'éditrice de l'œuvre au programme de l'agrégation, et qui a été l'auteur d'une thèse intitulée « La poétique des œuvres complètes d'Eustache Deschamps » dans le fameux manuscrit BNF 840 dont nous parlons depuis ce matin, composition et variation formelle. Donc thèse parue chez Champion en 2015. Et Clotilde a également collaboré à l'ouvrage plus récent avec Jacqueline Cerchilini et Sylvie Lefebvre sur le rondeau entre XIIe et XVIe siècle. Une forme lyrique en liberté surveillée. Et accessoirement, last but not least, Clotilde est la nouvelle trésorière de notre société des médiévistes. Donc c'est elle maintenant qui vous demandera vos cotisations. Je lui cède. Alors merci d'être encore là. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette journée parce que je crois que nous avons au moins réussi une chose aujourd'hui, c'est à démontrer que en fait le travail sur Deschamps est un ouvrage collectif. Voilà, cela fait un certain nombre d'années que nous sommes plusieurs à travailler sur Deschamps et c'est pour moi une source de grande joie. Alors j'en viens à mon projet d'aujourd'hui. Donc d'abord je commence après l'heure à laquelle je devrais finir, donc mon retard va être plutôt systémique. Ensuite, de toute façon, j'avais prévu trop de choses, donc ce que je vais faire, de toute façon, enfin ce que j'avais prévu sera la source de 2 publications, donc finalement le contenu finira par être publié. Et aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques éléments les plus utiles. J'en dirai un mot à la fin de mon introduction sur quel est le projet global et puis ce que là je vais faire. Donc j'ai intitulé cette communication « Théorie et pratique des formes fixes selon Deschamps, un art de dictée ». L'expression « forme fixe » a été inventée par Théodore de Banville dans son petit traité de poésie française. Après avoir passé en revue les règles de la versification et les formes utilisées par les poètes modernes, le théoricien présente dans son chapitre 9, qui est intitulé « Les poèmes traditionnels à forme fixe », donc différents types de poèmes, en commençant par la définition de cette nouvelle notion. J'ai nommé poèmes traditionnels à forme fixe ceux pour lesquels la tradition a irrévocablement fixé le nombre de vers qu'ils doivent contenir et l'ordre dans lequel ces vers doivent être disposés. Ce groupe de poèmes est l'un de nos plus précieux trésors, car chacun d'eux forme un tout rythmique, complet et parfait, et en même temps, ils ont la grâce naïve et comme inconsciente des créations qu'ont faites les époques primitives. Alors, Théodore de Banville semble peu connaisseur de la lyrique médiévale et même tout à fait ignorant des arts poétiques écrits avant le XVIe siècle. Il se trompe donc dans ses généralités, mais il invente une expression fort commode et globalement pertinente. Les poètes des XIVe et XVe siècles ont effectivement cherché à fixer le nombre et l'ordre des vers pour former un tout rythmique, complet et parfait de différentes façons. La poésie de la fin du Moyen-Âge pratique bien les formes fixes sans les appeler ainsi. Alors, dans son art de dictée, Eustache Deschamps désigne un certain nombre de formes poétiques dont il décrit les subtilités métriques et dont il cite quelques exemples. Il donne plusieurs listes de ces formes dans la première partie de son traité.
donc celle qui est consacrée aux arts libéraux, et il donne une dernière liste dans le dernier paragraphe conclusif. Alors, entre la conclusion et l'exposé sur les arts libéraux, on trouve la deuxième partie de son traité qui met à l'honneur 4 formes seulement, donc ça ne correspond pas exactement aux listes que vous avez sous les yeux. Il s'agit de la ballade, illustrée par 9 exemples, le virlet, illustré par 3 exemples, le rondeau, illustré par 7 exemples, et enfin le lait. Pour les définir, Deschamps fait référence aux pratiques de son époque. Il cite notamment Guillaume de Machaut et commente ce qui se passe dans les puits. Mais il se fonde surtout sur sa propre expérience, puisqu'il écrit son traité en 1392, quand il a environ 50 ans, et que cela fait environ 25 ans qu'il compose des poèmes. Les formes fixes se sont développées dans 2 milieux concurrents, les concours bourgeois et les cours princières. Dans les manuscrits de Guillaume de Machaut et Jean Froissart, poètes de cour, les chants royaux couronnés dans les puits sont mis à l'honneur. Ce n'est pas du tout le cas chez Deschamps, qui se dissocie nettement des puits, évoqués dans son traité seulement 2 fois, et, alors que Deschamps prend nettement le parti de la cour. Deschamps décrit d'abord, j'ai pas mis la citation, donc, ceux qui avaient et ont accoutumé de faire en cette musique naturelle, portaient chacun ce que fait avait devant le prince du puits, et le recordaient par cœur. Donc, ceux qui avaient et ont accoutumé de faire, dans cette expression, on entend que les concours bourgeois sont associés à une coutume du passé, quoiqu'elle soit encore pratiquée. Et ensuite, lorsqu'il parle de la récitation en disant, la récitation orale d'un texte qui n'est pas chanté, il décrit les lieux où le chant de la musique artificielle n'aurait pas toujours lieu, comme entre seigneurs et dames étant à l'heure privée et secrètement, où la musique naturelle se peut dire et recordée par un homme seul, de bouche. Et là, on voit que Deschamps se fonde donc avant tout sur sa propre expérience de poète courtisan, qui écrit pour la cour. Son ouvrage s'ouvre d'ailleurs sur la définition de libéral, comme destiné à un fils de noble homme et astrait de noble lignée. Et le traité se termine par la dédicace à un mien très grand et spécial seigneur et maître. Dans son traité, le poète refuse de décrire le Servantois, pour ce que c'est ouvrage qui se porte au puits d'amour, et que nobles hommes n'ont pas accoutumé de se faire. L'exposé de Deschamps sur les formes fixes reconnaît donc l'importance de la pratique poétique des concours bourgeois, tout en s'en écartant, afin de présenter à la cour sa propre poésie. Il paraît ainsi intéressant d'étudier les formes fixes à partir de ce qui est expliqué par Deschamps et montré en exemple dans son art poétique, tout en le confrontant à la pratique réelle du poète. Nous chercherons, ou nous aurions aimé chercher, à répondre à la question suivante: comment Eustache Deschamps présente-t-il sa propre pratique des formes fixes dans son art poétique? Alors, je termine cette conclusion en vous proposant 3 grandes interrogations qu'il faut avoir et à laquelle il faut répondre, ce que je ne vais pas faire complètement aujourd'hui. Tout d'abord, comment fonctionnent les formes fixes? Donc, il est essentiel de comprendre le fonctionnement, on va dire, normal, tout ce qui font de ces formes des formes fixes, fixées en fait, par la tradition. Deuxièmement, on peut se demander comment Eustache Deschamps présente ces formes dans l'art de dictée. Et là, évidemment, à la première lecture du traité, on ne peut qu'être étonné parce qu'on n'a pas les définitions qu'on attendrait. Et puis, troisième et dernière question, comment Deschamps a joué avec ces formes, c'est-à-dire quelles sont les pièces qui sont exceptionnelles ou qui montrent une certaine variété. Et on pourra constater, en répondant à ces 3 questions, que l'art de dictée ne met pas toujours, mais en partie, en valeur l'amplitude des variations possibles de ces formes fixes, que je propose donc de définir effectivement comme des formes fixes, mais non figées. Donc, dans l'idéal, mais rassurez-vous, je ne le ferai pas, notre exposé présenterait
tout, c'est-à-dire dans l'ordre inverse de l'art de dictée, le lait, le rondeau, le virelet et la ballade. Alors, il est déjà exclu que je parle de la ballade, mais je vais essayer de vous présenter les 3 autres formes. Le lait est la dernière forme fixe présentée dans l'art de dictée. Il est mis à l'honneur comme une chose longue et malaisée à faire et à trouver, et bénéficie d'une explication précise, par opposition à la forme brève du rondeau, qui est en opposition, qui lui n'est pas du tout décrit. Il faut avoir, donc dans le lait, il faut avoir 12 couples, chacune partie en 2 qui font 24. Et la couple, aucune fois de 8 vers qui font 16, aucune fois de 9 qui font 18, aucune fois de 10 qui font 20, aucune fois de 12 qui font 24, de vers entiers ou de vers coupés. Et convient que la taille de chacune couple à 2 paragraphes soit d'une rime toute différente l'une couple à l'autre, excepté tant seulement que la dernière couple des 12, qui font 24, et qui est et doit être conclusion du lait, soit de pareille rime et d'autant de vers sans redite, comme la première couple. Donc la règle peut se résumer en 2 verbes, varier et répéter, les formes strophiques. Le lait contient 12 strophes, toutes différentes à l'exception de la 12e qui répète la forme de la première. L'impératif de la variation est répété dans l'art de dictée à plusieurs reprises, et l'obligation de l'égalité entre la première et la dernière strophe justifie le choix des exemples, puisque Deschamps donne les 3 premières strophes de son lait de département, exemple de variation, puis la dernière strophe du lait de département, exemple de répétition, puisqu'il s'agit d'illustrer la répétition entre la première et la 12e strophe. Par ailleurs, dans la définition que je viens de vous lire, vous voyez le plaisir de Deschamps à multiplier les nombres. Et ces multiplications viennent du fait que les strophes sont censées avoir une structure symétrique. Elles sont censées être fabriquées de 2 parties égales. Donc 12 strophes, en fait, engendrent 24 demi-strophes, d'où donc la définition que je viens de vous lire. Alors, comme je disais, Deschamps cite 4 strophes de son lait de département, et il fait cette remarque, pourtant après une belle définition, je trouve que la définition que je viens de vous lire est assez claire, et pourtant, il préfère envoyer son lecteur au texte eux-mêmes en disant « Et qui se douterait de ce non-pouvoir retenir tout ce que je viens de vous lire, il ne faudrait que prendre un lait, car ils sont assez communs. » Donc le lecteur est renvoyé à sa propre expérience, donc à sa propre fréquentation des laits de Deschamps ou d'autres poètes. Alors, malgré la clarté de la définition, malgré la pertinence de l'exemple 4 strophes sur 12, le lecteur ne peut être entièrement satisfait de ce que dit Deschamps dans son traité s'il le confronte à, justement, ce qu'on lit dans les manuscrits. Le lait est bien une forme fixe définie par des règles, là c'est le lieu où on le voit le plus clairement, mais il est une forme non figée où les règles sont adaptées, voire oubliées, selon la volonté du poète. Alors c'est ce que j'ai essayé de résumer dans ce tableau, qui est issu de ma thèse éditée chez Champion. On voit ici 4 grands auteurs de lait au XIVe et début du XVe siècle, et on voit donc dans la première double colonne à propos du nombre de strophes que seul Froissart s'est compté jusqu'à 12, ou plus exactement respecte cet impératif. Christine Pizan ne s'en soucie jamais. Donc déjà, le nombre de strophes peut varier, et je citerai le double lait de fragilité humaine, qui compte 33 strophes, sans doute en écho aux 33 ans de la vie du Christ sur terre. Le nombre 12 est pourtant associé à ce genre, puisque dans les manuscrits, les laits sont regroupés par douzaines. Donc c'est une règle qui est effectivement bien connue, même si elle n'est pas respectée toujours. Alors, par ailleurs, nous avons la règle de l'identité des extrêmes, première strophe égale dernière strophe. Et là, vous voyez dans mon tableau que les auteurs connaissent cette règle, mais qu'ils ne l'appliquent pas toujours. C'est le cas aussi de la règle de symétrie, ou division des strophes par 2. Donc Deschamps le fait rarement, en fait. Il y a un seul lait où toutes les strophes se divisent correctement. Christine ne le fait jamais,
parce qu'en fait, elle divise ses strophes génies par n, c'est-à-dire en fait par 3 ou 4, c'est-à-dire qu'elle multiplie effectivement une même formule, mais elle ne se soucie pas, ne se limite pas à 2 demi-strophes. Donc je pense que là, ce tableau suffit à justifier mon expression de forme fixe, mais non figée. On connaît les règles, mais on ne les applique pas toujours. Alors qu'est-ce qui se passe dans le lait de département cité en exemple par Deschamps? Et bien justement, ce lait n'est pas un très bon exemple de la règle énoncée si on le lit en entier. Ça marche très bien si on lit les 3 premières strophes qui sont de formes différentes et la dernière. Alors ça ne marche pas tout à fait très bien. Je ne sais pas si j'ai mis le texte. Non, je n'ai pas mis le texte. En fait, vous verrez, c'est dit dans mon édition, on a un problème de nombre de vers. On a un vers qui manque. Or, on a 4 témoins de ce texte, puisqu'il a été copié 2 fois dans le FR 840 et 2 fois dans le NAFR 6221. Donc, on a quand même un grand nombre de sources, et à chaque fois, il manque un vers. Et à la première strophe, alors qu'il nous explique que le nombre de vers doit être égal. Donc, il faut se confronter à l'existence de l'irrégularité. En fait, le principe de la forme fixe, c'est d'utiliser des règles, d'en avoir conscience pour ensuite jouer avec. Parce que s'il n'y a pas de règles, on ne joue avec rien. Vous voyez dans ce tableau-là sur le lait de département ce qu'on ne voit pas dans l'art de dictée, à savoir que en fait, 7 strophes sont construites sur des heptasyllabes, sur la même disposition de rimes. Donc la variation n'est pas aussi grande que ce qu'on pouvait l'espérer. Voilà. Et je pense que ce lait de département, en fait, illustre exactement ce que veut faire Deschamps. Dans l'art de dictée, Deschamps veut montrer qu'il y a des règles et montrer que le poète doit, en fait, chercher la prouesse métrique. D'ailleurs, quand il donne les 3 premières strophes, il explique « Je mets ici 3 couples d'un lait et paricelle. Considéré et attendu cette règle, l'on pourrait diversifier les autres couples jusqu'à faire 12. » Donc en fait, les 3 strophes qu'il donne, elles sont la matrice d'un certain nombre de poèmes qu'on pourrait tous composer. Chaque lecteur est invité à composer son propre lait de département à partir de ce qu'a fait Deschamps et en respectant peut-être plus rigoureusement la règle qu'il a énoncée. Donc on voit bien qu'il y a une invitation à la prouesse métrique. Mais ce que fait Deschamps, lui, ici comme ailleurs, c'est qu'il utilise la forme métrique pour faire passer un discours. Donc en fait, il ne s'arrête pas à la virtuosité. C'est un trait majeur de la versification de Deschamps. Il est habile poète, mais il ne cherche pas la prouesse pour elle-même. Donc en fait, il n'a pas besoin, au-delà d'une certaine variation, de systématiquement varier la forme. Que fait Deschamps pour de vrai dans ce lait? Il varie le thème. Alors, je suis désolée, il faut que je corrige mon PowerPoint parce que la mise en couleur a sauté, donc vous ne voyez pas. Dans ce tableau, en fait, il y a 2 thèmes dans le lait de département, amour et moralité. La citation tronquée de l'art de dictée ne met en valeur que l'amour. 3 strophes de départ d'un amant qui doit quitter celle qu'il aime et qui donc a peur de cette séparation. Et la dernière strophe reprend bien ce thème. Quel merveilleux choix pour terminer son art de dictée qu'un texte d'amour et un texte de départ. Voilà. Donc c'est très habile de la part de Deschamps. Mais si on lit le lait en entier, on se rend compte qu'en fait, derrière ce discours amoureux, il y a évidemment un discours moral. Car les strophes, en fait, les strophes 5 à 9, sont un discours de conseils moraux donnés par la dame à l'amant. Et les strophes 4 et 10 sont des strophes de transition, où l'on peut voir autant un texte d'amour qu'un texte moral. Les 2 lectures sont possibles. Cette mise en scène est extrêmement intéressante parce que, évidemment, elle donne un autre sens à l'amour. On peut se demander qui est la femme qui parle. Et on peut donc se demander qui est l'amant à qui elle parle. La dame pourrait être la raison ou la France.
Alors si c'est la raison qui parle, l'amant en fait est une figure du poète moraliste. Hein, c'est Deschamps qui prend une leçon de vertu. Si c'est la France qui parle, alors l'amant pourrait être le roi de France, appelé dans ce lait à incarner un idéal chevaleresque. Donc, même dans la thématique de la moralité, plusieurs lectures sont possibles. La morale peut être un discours général d'incitation à la vertu ou un discours très pratique destiné au prince en particulier. Voilà. Donc on voit que pour le lait, Deschamps a une stratégie de théoricien adepte de la virtuosité métrique dans l'art de dictée, et que par ailleurs il a une autre stratégie en tant que poète moraliste qui joue sur un domaine beaucoup plus ambigu, entre amour et moralité, sans identifier, là encore, deux figures qui dialoguent, donc une femme qui parle à un homme, et en fait on ne sait pas ni qui est la femme, ni qui est l'homme. Alors, le temps passe vite, j'en viens au rondeau. Le rondeau, pour l'exposé théorique, ça sera rapide puisqu'il n'y en a pas. Le rondeau se limite à 7 exemples, dont les deux derniers, qui sont de Guillaume de Machaut. On voit ici comment un lecteur peut identifier lui-même la forme fixe en lisant ce poème de Machaut. Certes mon œil richement Isabelle, qu'en premier vit, madame bonne et belle. Pour ce que Jante maintient et vit à belle, certes mon œil richement Isabelle. Ne fut-elle fleur puisque fut vie à belle, car fleur des fleurs tout le monde l'appelle, certes mon œil richement Isabelle. À partir de cet exemple, vous comprenez tout seul que le rondeau commence par un refrain, ce refrain est suivi de 2 couplets, l'un qui prend la forme du début du refrain et l'autre qui prend la forme de l'ensemble du refrain. Mais à partir de ce seul exemple, vous pouvez penser que la reprise médiane et la reprise finale se limitent à un seul vers, et vous auriez tort de faire cette généralité. En effet, si on fait défiler les différents rondeaux cités, on constate que dans l'art de dictée, les reprises ne sont pas abrégées et qu'elles ont des tailles différentes. Ainsi, dans ce rondeau-là, vos doux regards, douce dame, ma mort, s'amour ne fait que vos gentils cœurs mains. Eh bien, la reprise médiane est d'un vers et la reprise finale de 2 vers. Vous pouvez vous dire, à partir de là, j'ai tout compris sur le rondeau, mais non. Dans ce rondeau, on voit la même chose que tout à l'heure, à savoir une reprise qui se limite à un seul vers. Au monde n'a aujourd'hui que ces 2. Voilà. En fait, le monde se réduit à heures et mésheures, bonheur ou malheur. Mais là, dans ce rondeau-là, on a un refrain de 3 vers, et donc le premier couplet n'est pas identique à la reprise, puisqu'ici, on a un couplet de 2 vers et une reprise d'un seul vers. Je crois qu'avec ces 3 exemples, j'ai suffisamment montré à quel point le rondeau est une forme fixe mais subtile et infiniment variée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de discours sur le rondeau. C'est parce que le rondeau doit donner l'impression de la simplicité et en fait confronter le lecteur à la subtilité. Il faut comprendre que le rondeau est une énigme et qu'il faut en fait choisir comment on lit les rondeaux. Chaque texte mérite sa lecture. Alors, on a même un petit problème dans l'art de dictée, puisqu'on a un rondeau qui n'a même pas de reprise médiane. Ça peut être une erreur de copie. Si on va voir le rondeau tel qu'il est copié dans la section 5, on est content, puisqu'on trouve bien une reprise, joyeusement, etc., au milieu et à la fin du rondeau. Mais cela ne me satisfait pas entièrement, puisque le texte de la section 5 est différent du texte de l'art de dictée, c'est-à-dire qu'on a un couplet 2 totalement différent. Donc en fait, on n'a pas la bonne leçon. On a une leçon. Et pour ce cas-là, Deschamps fait ce qu'il proposait de faire dans son lait. Il prend le même début et donne 2 fins différentes. Dans la section 5, il y a une pièce que j'ai éditée dans l'anthologie qui commence par Jean de Dormant, Doy et Cassinet, etc. Ce rondeau, je l'ai édité tel qu'il apparaissait dans le manuscrit, intitulé Rondeau,
mais sans aucun refrain. On voit là les limites de la forme fixe. La forme fixe a des règles jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Voilà, on est dans la pièce qui s'intitule Rondeau, mais qui n'en est pas. Mais il est possible, et on en avait parlé en séminaire avec Julien Abed, de voir dans ce texte un rondeau régulier simplement mal copié. Il est parfaitement possible de restituer un refrain, mais une reprise médiane et une reprise finale du refrain dans ce rondeau. Donc je pense que vous avez suffisamment compris l'énigme que représentait le rondeau. Alors pour finir, je voulais revenir sur le virlet qui pose de réelles difficultés de compréhension tel qu'il est défini dans l'art de dictée. Donc je voulais prendre juste quelques minutes aujourd'hui pour vous l'expliquer à grand renfort de couleurs qui va peut-être plus brouiller les choses que les clarifier. On peut résumer simplement l'essentiel de la difficulté dans la définition du virlet qui est que le mot vers a 3 sens différents. Donc pour résumer, vers veut dire soit l'unité métrique que nous connaissons aujourd'hui, c'est le sens moderne, soit le vers signifie un groupement de vers, c'est le sens commun qu'il a en fait dans les traités de la fin du Moyen-Âge. Mais on a 3 sens différents là parce que vers peut être traduit à la fois par strophe ou par demi-strophe, ou couplet ou demi-couplet. Et c'est ce qui, sans doute, embrouille la définition. Alors, je ne vous lis pas la définition, mais je vous montre comment elle s'applique à un des exemples qui est donné dans l'art de dictée. Mort félonne et dépiteuse, fausse, déloyale, crueuse, qui règne sans loi, je me plains à Dieu de toi, car tu es trop périlleuse. Alors, ces 5 vers correspond à ce que Deschamps définit comme le vers ou le couple qui commence et qu'il décrit aussi comme le refrain. C'est un refrain, il est repris. Voilà. On lit plus tard en dessous, mort, félonne et dépiteuse. Voilà, le texte est bien repris tel quel, c'est le refrain du virlet. C'est encore plus visible si on prend le texte en entier, puisqu'il est tronqué dans l'art de dictée. En effet, ce refrain apparaît en fait 2 fois. Il est repris 2 fois. Il apparaît en tête et il est repris mort, félonne, etc. On voit bien que c'est un refrain abrégé. Et puis encore mort, etc. à la toute fin du virlet. Donc, comme le rondeau, le virlet commence par un refrain initial. Ensuite, si on suit la définition de Deschamps, c'est compliqué parce que Deschamps identifie 3 couplets, si vous voulez, 3 parties, et chaque partie est double. Alors c'est vrai que dans la forme originelle, qui est une forme musicale, il y a 2 phrases sur le refrain, qu'on peut appeler alpha et bêta. Voilà. Donc là, j'ai représenté par 2 couleurs différentes. On a 2 phrases musicales. Et puis, on a une phrase qui est répétée avec une fin ouverte, puis une fin close, qui sert au couple ouvert 2, que Deschamps intitule l'ouvert et le clos. Alors l'ouvert et le clos, ça fait un couplet, avec 2 phrases musicales, gamma 1, gamma 2, là, voilà, c'est parce que la phrase est répétée. Donc ça, c'est ce que j'appelle le couplet libre, et ce que Deschamps, lui, appelle l'ouvert et le clos. Et puis on a bien un 3e couplet que Deschamps appelle la tierce et qui a la même forme que le refrain. Donc c'est pour ça que j'ai mis les mêmes couleurs. En musique, le passage était mis en musique sur les mêmes phrases que celles du refrain. Et évidemment, du point de vue métrique, on a la même disposition de vers et de rimes. Alors en fait, le problème aussi de la définition du virlet par Deschamps, c'est que Deschamps fait référence à cette structure musicale originelle, alors même qu'elle a disparu totalement de ses textes. Et donc d'abord, il nous dit dans l'art de dictée qu'il ne faut pas toujours mettre en musique les textes, et d'autre part, la forme qu'il utilise ne reproduit pas la division des strophes. Donc on voit bien l'ouvert et le clos là quand on a un couplet libre en 6 vers.
les 6 vers là, c'est BBA, BBA, et souvent c'est ça, ou AAB, AAB. Donc ça marche bien. Mais pour le refrain, ça ne marche pas du tout, hein, puisqu'on a AABBA, ça ne se divise pas bien par 2, et en fait, ça fait bien longtemps qu'on a oublié qu'il y avait 2 phrases musicales sur le refrain du Virlet. Donc il faut oublier ce que dit Deschamps et se contenter de comprendre qu'il y a 3 parties dans une strophe de Virlet. Il y a d'abord un refrain, puis un couplet libre, puis une cadence qui reprend la forme du refrain avant que le texte même du refrain ne soit repris. Donc 3 couplets constituent une strophe, et rappelez-vous, cette structure strophique peut ensuite être répétée, puisqu'il existe des virelais à 2 strophes et des virelais à 3 strophes. Alors je pense que ce que je viens de vous dire sur le virelet vous a permis de comprendre que le virelet est la forme virtuose pour Eustache Deschamps. C'est là qu'il exerce ses prouesses métriques le plus souvent. C'est une forme marquée en particulier par l'hétérométrie et une certaine variation entre les différents virelets. Il y a donc un effort formel qui c'est l'endroit où l'effort formel de Deschamps est le plus abouti. Donc c'est ainsi qu'il faut lire ces virelets. Il est intéressant de voir que les virelets reprennent des thèmes qui sont traités par d'autres formes fixes, en particulier pour les résumer, l'amour et la moralité, et qu'il faut donc être attentif en lisant ces pièces pour voir en fait comment un thème traité par ailleurs est poussé jusqu'à la virtuosité métrique dans le virelet par Deschamps. Alors que dans la ballade, au contraire, il ne va pas chercher la virtuosité métrique, mais il va plutôt chercher la densité du propos et aussi sa vérité, hein, avec un véritable raisonnement. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps, voilà. Je ne peux pas vous présenter la ballade. Ça sera pour une autre fois. Je vais simplement... Non, c'est pas ce que je peux faire. Terminer. Voilà. Quelques mots sur la bibliographie à propos de ces formes fixes. Je pense que donc il faut retenir de ces formes fixes mais non figées qu'il y a des règles à connaître et des textes à identifier comme exceptionnels. Et la bibliographie que je vous propose vous permet en fait de le comprendre. Donc voilà, j'ai cité James Laidlaw qui a décrit des phénomènes métriques chez Deschamps et ses contemporains. Je cite l'article de Henrik Heger qui est un article vraiment sur la définition de la forme. Et je cite Jacques Roubaud parce que Jacques Roubaud est un poète et un métricien, quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'était cette forme fixe, et l'intitulé de son article, à mon avis, est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'une forme fixe? C'est justement une forme qu'on interroge, en fait. Donc, il ne faut absolument pas nier l'existence de ces formes, mais il faut savoir en dessiner les contours. Je vous remercie.